Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'introduction. Comme vous avez dit, je m'appelle Mariam Benamar, une doctorante en architecture à l'Université de Cagliari. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'approche employée dans ma thèse de doctorat. Et avant tout, je tiens à remercier énormément toute l'équipe de l'Association d'histoire de l'architecture pour l'organisation de cet événement, ainsi pour l'acceptation de ma contribution. Le thème d'étude de la thèse est l'histoire de l'architecture, précisément l'histoire de la cité, à travers l'analyse d'un ensemble de médinas tunisiennes et de cités du sud de l'Italie. C'est une tentative de comprendre le processus de jeunesse des villes au Moyen Âge en examinant les traces de la civilité urbaine dès le 7e, 8e siècle dans le monde musulman et les 11e, 12e siècles dans le monde italien, à travers l'aspect juridique et coutumier. La présentation d'aujourd'hui s'intéresse surtout à l'approche analytique, comment investir et exploiter des nouveaux éléments dans l'étude de la cité. Est-il possible de comprendre la cité à travers l'analyse de ces données, surtout quand il s'agit d'un texte juridique ou un texte de jurisprudence? Et peut-on vraiment aboutir à des résultats fiables et perçus sur le terrain? L'itinéraire de recherche s'articule autour du développement des villes entre le Moyen Âge et l'époque moderne, dans l'espace maghrébin tunisien et dans le sud italien. L'architecture des rues, des espaces publics et des quartiers résidentiels sont quelques thèmes investigués à la lumière de règlements d'urbanisme et traditions culturelles. Il s'agit essentiellement d'un travail qui interroge la ville, ses processus de formation et son évolution, et identifie ses différentes phases historiques. L'analyse est menée sur des villes appartenant à une même ère géographique, celle de l'espace méditerranéen. Parmi ceux-ci, des similitudes et des différences sont mises en évidence tant sur le plan formel et structurel que sur le plan réglementaire, en particulier l'urbanisme, à la recherche de matrices identitaires qui peuvent être retracées à un patrimoine commun dans l'observation des particularités respectives ou les règles d'organisation constituent un sujet d'étude à approfondir. L'examen préliminaire de quelques vues aériennes de contexte urbain méditerranéen montre une certaine similitude dans le tissu urbain, surtout pour la perte du modèle orthogonal romain et la présence de maisons à cour adjacentes, surtout le mur mitoyen. Le tracé des voies curvilignes et étroites à travers l'exemple de l'impasse et le développement de structures similaires comme les infrastructures hydrauliques et commerciales. L'objectif est d'étudier par une approche pluridisciplinaire les formes physiques de l'espace urbain à travers la perception de ses usagers, les morphologies et les typologies caractéristiques dans un contexte géographique limité. Il s'agit d'une étude historique et comparative, une analyse des différentes composantes physiques et culturelles des cas sélectionnés qui mettent en évidence les points communs et les différences. L'aspect novateur de cette étude réside avant tout dans les outils de travail, qui sont les documents originaux arabes comparés à d'autres documents originaux italiens, manuscrits et actes juridiques, et dans l'utilisation des archives des architectes italiens qui ont travaillé sur les médinas tunisiennes. Une méthodologie principalement référée à l'école italienne et ses différents disciples est en mesure de rassembler une série de méthodes issues de divers domaines d'études. Par exemple, Enrico Guidoni, Attilio Petrociulli, Ludovico Micara, Paolo Cugno, Roberto Birardi ou Marco Cadino, et incluant la méthode innovante dans le domaine de l'urbanisme fondée par Enrico Guidoni. C'est l'étude des villes européennes et islamiques en proposant une approche favorisant l'analyse de la dimension physique de la ville et le principe de comparaison de réalités similaires, analogues et comparables. Une approche qui traitait la cité médiévale comme un système physique dynamique, unitaire et équilibré, soumis à des influences internes et externes, un ensemble de structures constructives et la société qui y vit. La recherche s'appuie sur une source de première main, à savoir une collection de manuscrits juridiques et jurisprudentiels qui peuvent être définis comme des règles et des recommandations prescrites par le législateur pour régir l'architecture, l'urbanisme, l'aménagement et le développement de la ville. Ces actes traitent de diverses questions particulières, comme les techniques et matériaux de construction,
l'auteur de construction, les règles de voisinage, la gestion immobilière, l'éclairage, le tracé de la voirie, le droit de servitude, l'usage de l'eau, les règles de marché et d'usage de places publiques. Chaque norme vise des actions qui garantissent une structure urbaine ordonnée et organisée, où l'égalité et l'équité règnent entre ses habitants. C'est au Xe siècle que fut écrit un ouvrage exclusivement destiné à rassembler les règles et principes qui régissent la cité islamique. C'est l'œuvre de Isa ibn Moussa, connu sous le nom d'Ibn al-Imam de Tudel en Espagne, et intitulé Le livre du mur. Il comprend 51 chapitres où il a examiné et rassemblé toutes les réponses aux questions relatives aux constructions et aux litiges entre propriétaires voisins. Il dérive du rite malikite, pour ceux qui connaissent les différentes écoles en islam. Et pour le rite hanafite, le premier ouvrage date de la fin du Xe siècle, début du XIe siècle, et appartient au juriste hanafite appelé El-Marjid Thaqafi sous le titre Le livre des murs, sur lequel les interventions se sont succédées par des ajouts ou des commentaires par d'autres juristes et magistrats. Ensuite, d'autres ouvrages ont été rédigés. Par exemple, au XIIe siècle, on trouve le traité du rite ibadite d'Al-Fursutai, qui s'appelle le livre de la division. Et au XIVe siècle, un autre traité qui revient à un maître maçon tunisien connu sous le nom d'Ibn Rami, qui s'appelle le livre de communication des règles de construction, qui contient en fait plusieurs parties correspondant à la construction, la prévention des règles et des dégâts et des malfaçons des habitations, les vergers et les moulins, et ainsi de suite. Quant aux actes italiens, ils sont moins nombreux, mais on connaît au moins quelques statuts. Des actes notariés et testaments comparables au domaine examiné pour le contexte maghrébin. La diversité du contrôle politique sur le territoire sarde a également influencé l'aspect réglementaire de la ville, de ses composants et de son organisation. Du gouvernement local, des magistrats municipaux qui s'appellent en italien i giudicati, à la présence pisane, génoise et aragonaise, les codes qui régissent la ville, la répartition de la population et des communautés religieuses, ainsi que l'occupation du sol, se sont multipliés. Ces codes sont des statuts, des registres, i brevi, des livres, des documents administratifs utilisés dans les tribunaux sardes, des conventions municipales. Nous avons identifié cette documentation à l'urbanisme légal à partir en fait de la fin du XIIe siècle et début XIIIe siècle, qui sur le territoire de l'Italie méridionale propose diverses idées thématiques comme le mur mitoyen, comme les rues attenantes aux maisons et les affectations foncières. Ce chapitre constituera donc l'occasion de déterminer la similitude ou la différence entre les deux sources de la législation urbaine. Un chapitre de ma thèse concerne en fait le réseau routier des cités médiévales et la hiérarchie qui caractérise ces diverses composantes. La lecture des manuscrits a aidé à l'élaboration de ce travail, surtout grâce au vocabulaire vierre très riche employé par les juristes, regroupé dans le tableau suivant avec une traduction en 3 langues et la description de chaque type, ce qui différencie chaque composante de l'autre de point de vue conception, forme, usage, droit et accès. Mais il y a une difficulté à mentionner avec ce type de littérature, car les termes techniques et juridiques ont un certain sens précis prôné par les juristes et choisis pour décrire un certain cas. Pour arriver à la traduction en fait la plus proche du sens originel, nous avons utilisé des dictionnaires arabes, le dictionnaire de Dozy supplément au dictionnaire arabe et les récits de voyage, ainsi de quelques ouvrages italiens sur l'architecture islamique qui sont malheureusement peu nombreux, des études analytiques de ce sorte de manuscrits, aussi parfois des travaux de transcription des manuscrits similaires et en plus à la définition parfois donnée par le juriste lui-même. Et il y a en fait des termes qui sont au sommet de cette hiérarchie vierre, mais on trouve le terme employé pour désigner un autre élément qui est en bas de cette hiérarchie vierre, ce qui crée une sorte d'ambiguïté et qui demande plus d'études pour arriver au sens voulu par le juriste.
L'existence de similarités au niveau des tissus urbains des cités tunisiennes et sud-italiennes est aussi observée au niveau des composantes architecturales et urbaines du réseau routier, avec par exemple l'impasse, considérée par beaucoup de chercheurs comme élément caractéristique de la ville traditionnelle islamique, remarquée dans le tissu urbain médiéval sarde et qui pose plusieurs questions. En fait, est-ce une influence islamique? Est-ce une sorte d'organisation sociale qui a abouti à des modèles urbains similaires? Un autre exemple de ces composants trouve le passage couvert, ce qu'on appelle en Tunisie le sabbat, qui est différent des portiques, puisque c'est l'usage de l'espace aérien d'une voie entre deux propriétés, généralement des maisons opposées, trouvées aussi sur le territoire italien. En plus, les infrastructures commerciales comme le Fondouk, la Plata, qui est une rue commerçante, et les infrastructures hydrauliques sont des éléments d'une similarité intéressante. Toutes ces composantes ont été organisées et régularisées par le droit d'architecture et d'urbanisme à travers les lois et les règles d'installation ou bien la résolution de conflits de voisinage qui nous a donné une idée sur l'usage, l'accès, la division et la distribution de l'eau, la propriété, etc. À ce niveau, quelques résultats ont été dégagés de l'analyse de ce manuscrit dont vous voyez des exemples. Quelques manuscrits ont été étudiés pour modéliser, par exemple, le cas de l'impasse, à travers l'épître sur l'ordre de l'impasse et ses configurations, qui a fait l'objet d'une étude à travers une approche architecturale pour définir et modéliser divers cas d'impasse avec ses ramifications. La comparaison avec le terrain a montré l'existence de cas similaires, surtout par la forme, l'accès et le droit de passage. Une autre chose à ajouter par rapport à l'impasse est que le juriste, par exemple, nous a parlé d'une impasse de forme circulaire, ce qui n'a jamais été observé dans les médinas tunisiennes, par contre, a été observé dans les cités sud-italiennes. La deuxième épître est sur les conflits des murs contigus, a également fait l'objet d'une étude sur les problèmes générés par le mur mitoyen. Les cas ont été conçus selon certains critères, le mode, les techniques et les matériaux de construction utilisés, la présence de poutres et leur nombre, l'existence d'ouvertures ainsi que le droit de préséance et l'extension sur le vide de la rue adjacente. Sur le terrain, il y a eu l'observation de cas de dépassement de ces règles, même avec des témoignages des habitants sur les conflits avec leurs voisins. Les statues de Sassari en Sardaigne du XIVe siècle présentent un cas similaire très intéressant sur les conflits entre deux voisins à propos d'un mur mitoyen, surtout à propos de la partie supérieure de ce mur, qui a été utilisé par un des voisins comme support pour son deuxième étage. Une autre épître concernant le passage couvert, le sabbat, a traité de quelques cas pour déterminer son véritable propriétaire. Soit nous avons deux maisons qui appartiennent à un même propriétaire, soit deux maisons opposées qui appartiennent à deux propriétaires différents. Et en suivant ces deux catégories, il était possible de dégager plus de 6 cas sur ce problème. D'accord. À la fin, nous pouvons conclure que l'analyse de l'histoire de la cité en se basant sur les manuscrits de droit et de jurisprudence est en même temps basée sur plusieurs autres domaines. Outre l'architecture et l'urbanisme, nous avons l'histoire économique, l'histoire urbaine, le droit, les sciences humaines, l'archéologie, etc. Dans l'usage de ces nouveaux éléments, il est nécessaire d'avoir recours au terrain et l'observation du champ d'études réel pour comprendre l'implication exacte de la jurisprudence, surtout en territoire maghrébin, dans la Tunisie médiévale, où on peut remarquer l'absence de la municipalité du Moyen Âge jusqu'à, je pense, peut-être le 19e siècle avec l'apparition de la première municipalité. À l'encontre du territoire italien où la municipalité existait depuis le 12e siècle. Donc, ces règles étaient-elles seulement vraiment des recommandations théoriques ou bien suivies à la lettre par les habitants de la ville? Ou il s'agit peut-être d'une combinaison entre la structure du gouvernement urbain, la forme de la législation, les choix programmatiques et les pratiques sociales, les coutumes.
Les difficultés envisagées, la langue employée dans ces manuscrits, surtout en latin ou bien en italien médiéval et en arabe médiéval et juridique, la comparaison aussi avec le terrain, surtout des manuscrits datant du Moyen Âge avec un état actuel de tissu urbain, et la transformation de ces données en data architecturale. Et merci beaucoup pour votre attention. Moi, je vais commencer par une toute petite question. Vous avez pointé à la fin de votre présentation l'absence de municipalité dans ces médinas tunisiennes. Y avait-il d'autres structures qu'on pourrait assimiler, qui endosseraient les rôles de régulateurs urbains d'une certaine façon, puisqu'on voit quand même il y a un certain ordre qui est fait, puisqu'en cas de litige, les juristes, il y a des règles. Donc, est-ce qu'il y avait quand même une structure que vous pourriez nous présenter? Ah oui. Merci beaucoup pour votre question. Oui, c'est en fait l'objectif de cette thèse est de trouver l'institution ou bien les institutions responsables de l'organisation et de contrôle des médinas. Dans l'absence de la municipalité, nous avons remarqué par exemple qu'il y a parmi ces traités des livres sur les nawazil qui sont en français des cas d'espèce, c'est-à-dire dans chaque conflit ou bien une question qu'un habitant de la médina avait l'intérêt de trouver une réponse ou bien une solution, ils ont recours au juge ou bien par le cadi, ou bien par exemple un responsable de chaque quartier. Les habitants eux-mêmes sont responsables de la bonne organisation de leur quartier. Parfois, s'ils ont observé un dépassement des règles, ils peuvent aller au juge et présenter leur plainte comme ça. Il y a aussi une autre institution, c'est la police des marchés, qui est en arabe la hasba. C'est-à-dire ce sont des agents qui contrôlent les marchés, les marchandises, par exemple le poids, le type, les prix, et aussi ils étaient responsables de contrôler le respect de la rue. C'est-à-dire les marchands n'ont pas le droit de dépasser une certaine largeur dans la présentation de leurs marchandises. Ils n'ont pas le droit, par exemple, de construire des bancs devant leur boutique ou bien de faire sortir des structures comme des balcons ou bien comme ça pour l'occupation de l'espace aérien de la rue. À travers les traités, nous avons remarqué que les juristes ont l'habitude aussi de présenter la question que j'ai entendue, ou bien j'ai écouté quelqu'un qui a raconté une chose qui s'est passée, ou bien que quelqu'un est allé vers le juriste et lui présenter son problème, ou bien son conflit avec son voisin. Donc, l'objectif de la thèse est de trouver quelle était vraiment l'institution responsable dans l'absence de la municipalité pour surveiller, contrôler les médinas. Je me rappelle aussi d'un autre chose passée au Moyen-Âge, surtout sous l'époque hafside, où pour construire, par exemple, un sabbat, ce passage couvert, c'est en fait une appropriation de l'espace aérien. Donc, il faut payer des taxes. Donc, il y avait une institution à laquelle on peut aller pour payer, demander la permission pour exploiter cet espace aérien. Je vous remercie pour cet exposé. J'ai évidemment apprécié les manuscrits anciens. Je me demandais s'il existe, j'ai le souvenir de certaines études en morphologie urbaine qui montrent en fait que dans certains pays, je pense en l'occurrence à une étude sur les Pays-Bas, ils arrivent plus ou moins à retranscrire dans l'espace des actes notariés qui stipule les droits de propriété. Vous êtes propriétaire d'un lot, vous n'avez pas nécessairement de dessin attaché à la propriété, mais vous avez une description en termes de distance par rapport à la voie publique, par rapport aux voisins, par rapport à... Est-ce que ce genre, vous rencontrez ce genre de documents dans les archives qui constituent au fond un acte de propriété écrit en termes finalement spatialisables? C'est-à-dire que par rapport à la rue, vous possédez une certaine profondeur de votre maison qui donne jusque... Le cas du mur mitoyen que vous avez montré montre bien qu'il doit exister, effectivement, puisqu'il y a des litiges,
ce genre de document interprétable. Peut-être qu'on n'a pas pu apprécier parce qu'effectivement, c'est des documents écrits qu'il faut transcrire et sur lesquels il faut se poser des questions et probablement ils sont interprétables par les juges en cas de litige. Et pour en fait des actes notariés, on peut trouver ces actes du côté italien, c'est-à-dire là où il y avait la municipalité, tout était clair. Mais pour le territoire tunisien, en fait, non, malheureusement non. Il y a seulement ces cas d'espèces qui ont été rapportés par les juristes au niveau de leur traité qui s'appelle Nawezel, ou bien une autre méthode pour trouver ce genre de données, c'est l'acte de Waqf, qui est un acte de don. C'est-à-dire quand un propriétaire, généralement, sont des gens qui sont riches, mettent une maison ou bien un fonds d'ocre en don à la mosquée ou bien au mausolée ou bien à toute une autre institution. C'est un acte de charité charitable. Bon, au niveau de cet acte, on peut voir le nom du propriétaire ainsi que la propriété décrite et parfois il donne une description vraiment très intéressante sur l'architecture, sur celui qui a construit et donc seulement cette méthode. Par exemple, dans l'étude des mausolées ottomans, il y avait les actes de Waqf qui ont été d'une grande aide pour déterminer ceux qui ont construit certains bâtiments dans la Médina, qui n'avaient pas d'inscription, ils n'avaient pas d'une épigraphie ou bien de données qui montrent le constructeur ou bien la datation de ce bâtiment. Et à travers de ces actes, il était plus facile de déterminer cette information. Je sais pas, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait, tout à fait. Merci. On mesure en fait la difficulté de se représenter. Je me souviens de ces travaux sur les Pays-Bas où les premiers cadastres correspondent aux premiers outils possibles permettant de mesurer l'espace et qui est toujours sujet à interprétation finalement dans une ville comme ancienne qui se forme par agglomération des constructions les unes sur les autres et à un moment donné ça donne effectivement des statuts complexes, d'autant, comme vous le dites bien, qu'il y a différents mots qui décrivent des espaces. Et l'autre question que j'avais, c'est est-ce que vous avez remarqué que ces mots, même dans la langue, évoluent au contact? Ce qu'on voyait dans votre tableau qui est intéressant quand on se penche sur les mots de la ville, c'est que les mots changent d'un pays à l'autre et vous l'avez dit, il y a des transferts d'influence formelle, mais d'influence des mots aussi. Est-ce qu'à l'intérieur même de la forme et du descripteur qui est le mot, ça évolue dans la période que vous étudiez? Ah oui, oui pour le tableau de la hiérarchie VR, nous avons gardé les mêmes appellations du rue, ruelle, impasse, la même, mais il y a d'autres termes qui malheureusement sont disparus, c'est-à-dire que nous ne les trouvons pas. Même il y a d'autres termes qui ont changé de signification. Par exemple, c'était grâce à ces traités que j'ai trouvé la signification originelle d'un mot qui est darb. Pour tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas l'arabe, ils ont parlé darb, qui c'est quelque chose de rue, un chemin. Mais à l'origine, c'était une porte. Donc, à travers les siècles, le terme a changé de signification. D'autres sont complètement disparus, mais la plupart de ceux que j'ai montrés continuent à exister en Tunisie et même à notre cause qui m'a donné l'idée de faire cette comparaison entre le territoire tunisien et italien, c'est que nous avons remarqué l'usage de termes arabes dans la culture sud-italienne, même sur un territoire sarde, là où il n'y avait pas une présence, nous ne pouvons pas parler d'une présence réelle de musulmans au Moyen Âge, comme était le cas en Sicile, par exemple. Donc, il y a la terminologie hydraulique, l'utilisation de termes comme Favara, Noria, Djebia, Wadi, qui sont d'origine arabe.
D'autres aussi, même des termes comme le fondouk, qui avait une autre signification et a complètement changé de signification avec la rencontre culturelle et commerciale avec les Européens. Il a changé de fondouk et est devenu par fondako. Et... Merci beaucoup. Quelques d'autres remarques? Isabelle? Bon, alors s'il n'y a plus de questions, il me reste à vous remercier d'avoir participé à ces rencontres et vous, au public aussi, d'être venu écouter toutes ces interventions. Merci à l'AHA pour l'organisation de cette journée. Les rencontres continuent demain. Donc venez nombreux à l'INHA. Et puis n'oubliez pas d'adhérer à l'association parce que non seulement il faut des bénévoles, mais il faut aussi des adhérents pour que tout ça ait du sens.